Deuxième partie de cette émission pour ceux qui nous rejoignent, Territoire d'info avec l'invité politique en direct sur ce plateau ce matin. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci d'être notre invité politique en direct. Pour vous interroger, à mes côtés ce matin, Tam Tranui, bonjour, de Public Sénat, spécialiste politique, et Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA, qui représente le Progrès de Lyon ce matin sur ce plateau. Bonjour, merci bonjour. Fabrice Bonjour. d'être là ce matin. Laurent Wauquiez a démissionné à 8,5% des suffrages exprimés pour les européennes. C'était le score des Républicains, son parti. Jean-Luc Mélenchon ne démissionne pas. Lui, il est à 6,3% des suffrages exprimés pour la France Insoumise aux européennes. C'est normal, ça? Bon, on n'est pas tout à fait dans la même situation, si. D'un côté, vous avez M. Wauquiez, qui était d'ailleurs le président de son parti, ce qui n'est pas Jean-Luc Mélenchon, je vous le rappelle. Il est le président du groupe, mais ce n'est pas ça la différence essentielle. Oui, c'est le leader. C'est que surtout, les Républicains, c'est un courant historique, ancré dans l'histoire de la Ve République, qui a gouverné, qui a présidé le pays, qui est habitué à avoir des scores à deux chiffres, des majorités, et qui subit une dégringolade, notamment depuis la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, nous sommes un mouvement neuf, qu'il a porté pas seul, mais enfin il a largement contribué à porter à la présidentielle à plus de 19%. Il n'était pas, il s'est appliqué dans la campagne, et je ne pense pas qu'on subit, j'allais dire, la même chute qui me paraît, à mon avis, quasiment irréversible. Je pense pour ma part que nous sommes plutôt dans un creux de la vague, on va dire, Tout de même, et que celui qui a porté très haut nos couleurs est celui qui, à mon avis, est le plus à même de continuer à les porter pour l'avenir. Libération dit que vous avez été incapable de porter l'espérance d'une société désirable, d'un projet qui soit capable de transformer la colère populaire. Il faut quand même en tirer des enseignements ou pas? Ce que je viens de vous dire, vous avez compris, je refuse de mettre sur le dos de celui qui a eu plus de 19% à la présidentielle les responsabilités de notre échec. Voilà, je pense que c'est une responsabilité collective et qui s'explique aussi par le cadre et la situation. Mais il y a eu échec. Je ne suis pas en train de contourner la question. Je peux vous dire qu'on visait 11%. Donc à partir du moment où on est à 6%, même si par ailleurs on s'en sort mieux que certains autres mouvements qui nous annonçaient qu'ils allaient renaître de leur cendre, etc., et qui sont bien loin derrière, c'est un échec. Donc là, il faut analyser l'échec, mais c'est une autre question. Éric Coquerel, on va continuer à parler ensemble, bien sûr, de la France Insoumise. Mais tout d'abord, sur le fond, est-ce que vous pensez que cette démission peut permettre au LR, la démission de Laurent Wauquiez, peut permettre au LR de se relever? Écoutez, comme 96% des Français, je n'ai pas voté pour les Républicains, donc je dirais que c'est un peu leur problématique interne. Bon, moi, je crois qu'il y a une recomposition du champ politique qui n'est pas terminée, dont on voit bien que M. Macron rêverait quelque part qu'il s'installe dans une espèce de bipartisme, lui face au Rassemblement national, pour à chaque fois en appeler à la démocratie et espérer battre Mme Le Pen ou le représentant du Rassemblement national au deuxième tour. Et dans ce cadre-là, c'est clair que les Républicains ont été aspirés, j'allais dire, par les deux bouts, c'est-à-dire à la fois par En Marche, c'est-à-dire une vision très libérale de la société, à mon avis la plus libérale et la plus autoritaire de la Ve République, et de l'autre côté, le Rassemblement national, dont on peut dire qu'un des torts de M. Wauquiez a certainement été de chevaucher beaucoup trop ces thèmes, ce qui fait que les gens ont préféré finalement l'original à la copie. Qu'est-ce que vous pensez du retour de Marion Maréchal-Le Pen sur la scène médiatique hier ? Ça fait partie de la recomposition. Voilà, je pense qu'elle rêve maintenant de rassembler derrière elle à la fois le Rassemblement national et ce qu'il reste de la droite républicaine. Éric Bon, Coquerel. on verra bien. Pour l'instant, j'ai quand même l'impression que le Rassemblement national lui-même avance tel qu'il le souhaite. Et donc nous, il faut qu'on voit comment maintenant on le bloque. Fabrice Vesser-Redon. Avant même la recomposition, c'est la décomposition qui se poursuit quand on vous écoute Absolument. bien. Bon, vous avez du mal à mettre les cas Mélenchon et Wauquiez sur le Non, même j'ai pas du mal, c'est pas les mêmes cas. C'est pas les mêmes cas. Mais est-ce que, pour reprendre une expression qui est assez chère à votre leader, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que c'est pas le dégagisme qui se poursuit? Ah, mais nous sommes dans une période destituante. Ça, c'est clair, on l'a toujours dit, de dégagisme, laissez écouter. Et aujourd'hui, force est de constater que le rapport de force en France, mais aussi en Europe, parce que si on était les seuls à avoir vécu ça, on pourrait se dire, on va chercher quelle est la responsabilité d'un tel, d'une telle, c'est la ligne, mais sauf qu'on s'aperçoit que tout notre espace politique, partout en Europe, quelles qu'aient été les tactiques et les stratégies,
dans cette élection, j'allais dire, a subi vraiment des revers à peu près partout, et que l'extrême droite aujourd'hui, a un temps d'avance qui s'est encore matérialisé cette fois-ci pour justement aspirer vers elle le ras-le-bol du système libéral. Bon, à mon avis, à défaut, parce que quand on regarde sur les politiques d'austérité, les politiques des salaires, les politiques du temps de travail, etc., on s'aperçoit qu'en réalité, ils ont des solutions qui sont les mêmes que les libéraux. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est toujours l'homme de la situation ? Ah oui, oui. Mais vous savez, c'est assez amusant parce que de cette vision de Jean-Luc Mélenchon, on a l'impression qu'il est seul et qu'il dirige le bateau France Insoumise. Non, on a l'impression qu'il est contesté parfois dans ses troupes. Oui, enfin très peu. Très peu contesté. Moi, que je sache, j'ai entendu qu'il y avait quelques critiques qui avaient émises, mais j'ai remarqué qu'elles étaient éventuellement sur le fond, la stratégie, ce qu'on voit, mais il n'y a pas eu les montées, et c'est normal, parce que ce n'est pas la même situation que, par exemple, j'ai entendu dans le camp de M. Wauquiez récemment. Donc, moi, je pense que oui. Je pense que pour l'avenir, c'est encore Jean-Luc Mélenchon qui est la bonne personne pour 2 raisons. D'abord parce que, quelque part, c'est lui qui est à même de fédérer, à la fois par son talent de tribun, mais aussi parce que c'est lui le stratège, et c'est lui qui, jusqu'à maintenant, a porté au plus haut, je veux dire, à la fois notre programme et notre stratégie. C'est celui qui est le plus à même de fédérer ce que nous sommes, et donc de réoccuper l'espace qui pour l'instant a été abandonné, c'est-à-dire à 6%, on ne peut pas s'en satisfaire, mais il existe toujours. Je pense qu'il est largement parti à l'abstention pour les élections à venir. Il n'est pas seul, Jean-Luc Mélenchon, c'est ça que je voulais vous dire. Et il a fait en sorte de ne pas être seul. Je pense qu'on est le mouvement très certainement aussi jeune qui a porté le plus de porte-parole, femmes et hommes, ces derniers temps. Il y a quand même beaucoup de discorde interne, Éric Coquerel. Tout de même, craignez-vous que le Rassemblement national... Plus sur les réseaux sociaux que dans la réalité, mais allez-y. Et craignez-vous que le Rassemblement national réussisse son OPA vers la France insoumise? Un sondage montre que dans le cas d'un 2e tour Macron-Le Pen, 61% des insoumis voteraient Le Pen. On va au-delà des simples ralliements qu'il y a eu avant les européennes. C'est la petite musique qui a à la fois voulu installer le pouvoir et Mme Le Pen avec le coup monté autour de M. Cotarac pendant les élections. Il y a d'autres sondages qui montrent exactement l'inverse, qui ont été faits pendant la campagne, où on montre que, contrairement à ce qu'on dit, notre électorat est un de ceux qui est le moins poreux par rapport au Front National, par rapport, par exemple, à celui des Républicains ou même d'autres mouvements. Donc moi, je n'ai pas regardé la fiche méthodique de ce sondage paru dans le JDD ce week-end, mais vous me permettez de le douter, tout simplement parce que je suis entouré, je vais vous dire, dans ma circonscription, par exemple, c'est un bon exemple, circonscription de Seine-Saint-Denis populaire, là où les bureaux de vote populaires se sont mobilisés, ils ont voté pour nous, d'accord ? Malheureusement, pas assez. Beaucoup se sont abstenus à cette élection. Je les connais, je les côtoie. Et je peux vous assurer que s'il y a bien un électorat qui est l'antithèse de ce que propose le Front National en termes de haine de l'autre, de haine de l'étranger, de focalisation sans arrêt sur l'immigration, au lieu de s'occuper de la question de la finance et des banquiers, c'est bien cet électorat. Donc je n'y crois pas du tout. Autre sujet d'actualité, ce week-end, un 9e Français a été condamné en Irak pour djihadisme, condamné à mort. Est-ce que la France doit intervenir plus fortement pour que la justice se déroule dans de bonnes conditions en Irak et peut-être même éviter la mort à ces personnes ? Pour éviter la mort, oui. Puisque nous n'avons pas heureusement, la peine de mort a été abandonnée en France, et je pense que nous devons essayer de faire en sorte que nos ressortissants ne la subissent pas à l'extérieur. Par contre... Doit-il pour autant pouvoir rentrer en France ? Sur le principe, je m'explique, sur le principe, je suis pour que nos ressortissants qui ont commis des méfaits, et a priori ceux-là ont commis des méfaits d'ampleur, y compris contre leur propre pays, soient jugés dans le pays où ils ont été arrêtés. Voilà, où ils ont commis ces méfaits. Donc pour moi, Vous avez confiance dans la justice irakienne ? Alors ça, c'est une autre question. Est-ce que la justice irakienne, est-ce que les méthodes de justice irakienne, j'allais dire, sont à peu près respectueuses des droits de la défense ? Votre opinion ? L'exécutif, j'ai vu que l'exécutif a confiance. Bon, j'ai vu qu'il y a des associations des droits de l'homme qui posent des questions. J'allais dire que je n'ai pas, moi, plus de données que l'exécutif. Aujourd'hui, je dois l'admettre pour le juger. Par contre, je vois bien que la peine de mort, elle peut être appliquée. Donc, je souhaite vraiment, mais a priori, c'est ce que la France fait, que ces personnes ne soient pas, la sentence ne soit pas exécutée. Éric Coquerel, député de la France Insoumise. Pas de retour en France pour autant ? De retour en France, si c'est le seul moyen d'éviter ça, oui. Mais en l'occurrence, je reviens sur le fait que je ne vois pas au nom de quoi nous n'accepterions pas que des gens qui ont commis des méfaits ne soient pas jugés dans un pays. Il y a là dans le pays où ils l'ont fait. Donc pour moi, c'est ça le principe. Après, il y a des exceptions. Est-ce que l'Irak est une exception ?
C'est ça la question qu'il faut se poser. Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, est notre invité politique ce matin. En direct, retour à l'actualité française. Moins de 10 000 personnes dans toute la France pour le rassemblement samedi des Gilets jaunes. Alors, c'est vraiment le début de la fin, ça y est ? Des gilets jaunes, peut-être, j'en sais rien. C'est à eux, c'est eux. Moi, je ne prononce pas. Vous savez, il faut se méfier des annonces comme ça. Il y en a eu pas mal sur le moment des gilets jaunes. Mais là, c'est l'absence de la colère sociale, sociale, je ne crois pas. Voilà. Je pense qu'elle reviendra peut-être sous cette forme-là, peut-être sous d'autres formes. De la colère aussi, j'allais dire citoyenne, c'est-à-dire de gens qui en ont assez de ne pas se faire entendre, qui ont l'impression que quoi qu'ils disent, c'est toujours la même politique qui est appliquée. Sous d'autres formes, c'est quoi ? Vous pensez à quoi ? Bon, je ne sais pas. C'est pas vous savez, notre peuple a l'habitude de nous étonner, très certainement. Souvent, là, les Gilets jaunes en ont surpris plus d'un. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a vraiment une analyse à faire de ce qui s'est passé. Vous savez, nous, on s'oppose à la question de la violence, non pas pour des questions morales, mais parce que très souvent, c'est ça qui affaiblit un mouvement. Parce que, de manière concrète, entre, par exemple, ce qui s'est passé en Algérie, des manifestations énormes, massives, où les gens venaient en famille, avec des enfants, etc., c'est ça qui est le plus à même d'ébranler un pouvoir, alors qu'à partir du moment où il y a une violence, et le gouvernement a tendu ce piège de la violence, l'a exacerbé, je dirais, y compris par les mots, au bout d'un moment, un mouvement se minorise. Bien. Et je crains que ça soit ce qui est arrivé aux Gilets jaunes. Alors peut-être, j'ai vu que certains leaders appelaient à repartir sur les ronds-points. Peut-être que c'est ça la solution, en effet, de revenir un peu à la source de ce qu'a été ce mouvement. Éric Coquerel, toujours en France, place aux dossiers industriels. Le site de Belfort ne fermera pas, a assuré hier le patron de General Electric, Hugues Bellet. Est-ce que c'est pour vous une nouvelle rassurante ? Alors écoutez, vous attendiez l'inverse ? Moi non. Bon, ils ont fait plein de promesses depuis des mois et des mois. Les 1000 emplois qui devaient être créés, le fait de racheter... j'ai vu dans cette interview, par exemple, il y a un mot extraordinaire, il dit il faut qu'on se tourne vers la transition écologique, qu'on mette les moyens nécessaires. Sauf qu'ils sont en train justement d'annoncer qu'ils vont arrêter de fabriquer des éoliennes marines dans le pays. Voilà. Ce qui fait que 4 des 8 projets aujourd'hui qui sont prévus en tant qu'éoliennes offshore en France sont menacés par ça. Donc je ne crois pas du tout à ce que dit ce directeur général français. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas lui qui prend les décisions. Et je m'insurge contre cette catastrophe industrielle, mais ce qui est une catastrophe stratégique. C'est-à-dire qu'on s'est privé d'avoir un opérateur français capable justement d'assurer ce qui nous est indispensable, c'est-à-dire de fabriquer du matériel pour la transition énergétique. C'est, j'allais dire, à la fois pour les salariés et pour les intérêts du pays, c'est une catastrophe. Vous attendez des assurances de Bruno Le Maire qui se rend sur place aujourd'hui ? Écoutez, les assurances de Bruno Le Maire, il nous en a donné je ne sais combien sur Ascoval. J'espère que le dossier ne va pas terminer de la même manière pour les salariés, sur Ford, etc. Et puis à chaque fois, c'est démenti par les faits. Il nous annonce qu'il y a une création d'emplois industriels dans le pays. Tout montre l'inverse, fermeture d'usine par fermeture d'usine, et au pire les créations, c'est des créations CDD d'emplois précaires. Donc je pense que la solution qui est à venir déjà, c'est d'éviter les prochaines catastrophes. Donc arrêtons les privatisations, parce que manifestement des privatisations de secteurs stratégiques, ça se termine toujours mal. Et je pense notamment à la question d'ADP. Mais là, sur cette affaire, au niveau de General Electric, je le dis, je ne parle pas de tout General Electric, je me suis fait reprendre sur les réseaux sociaux, bien évidemment là-dessus, je parle de General Electric branche française. Il faut s'assurer que nous puissions continuer à construire des turbines, des éoliennes marines. Donc il faut nationaliser si ce projet continue de la même manière. C'est un projet de casse industrielle. Sur le volet social, le gouvernement lance aujourd'hui la concertation sur le revenu universel d'activité qui tente à remplacer le RSA, qui fête d'ailleurs ses 10 ans. Là. Vous allez accompagner cette initiative du gouvernement ? Moi, je pense qu'elle est assez mal partie de ce que j'en ai entendu. Parce que le problème aujourd'hui de toutes les allocations, il n'y a pas que le RSA. Si j'ai bien compris, ils veulent unifier les allocations. Le problème des allocations aujourd'hui, il y a 2 problèmes majeurs. Un, c'est leur niveau. Et permettre à ceux qui y ont droit d'y accéder plus facilement. Je vais revenir. Un, c'est leur niveau. C'est-à-dire, nous estimons que c'est anormal que des gens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Voilà, ça devrait être le niveau minimum. Deuxièmement, vous l'avez dit, il y a 40% des gens qui ne demandent pas leur allocation pour des raisons très, très, très diverses, y compris, j'allais dire, d'appauvrissement de l'État, des services de l'État, qui fait qu'il est parfois difficile justement de garantir. Donc il faut faire ça. Bon, là, ce qu'on va nous proposer, c'est que on va unifier tout ça. Alors, le revenu d'activité, c'est assez intéressant parce que ça veut dire quelque part que cela supposerait
quelque chose en échange. Or, je vous fais remarquer que ces mécanismes de solidarité, ce n'est pas des indemnités chômage. C'est ce que la France entend mettre sur la table pour que, j'allais dire, aucun de nos concitoyens ne vive dans la misère, ce qui est loin d'être le cas. Donc moi, je suis très inquiet de ce qui est droit et devoir, là, qui est impliqué. Parce que j'observe qu'on commence à venir sur ce fait que certaines allocations, aujourd'hui, on les retire en fonction de certaines choses, par exemple, de ce que font vos enfants à l'école, d'assiduité, etc. Il y a des menaces là-dessus. Bon, alors si on les unifie et qu'on les retire d'un coup, je ne fais pas le dessin de ce que ça va provoquer. Moi, je dis une chose, rien en dessous du seuil de pauvreté. Nous sommes pour un plan personnel qui accompagne chaque personne en fonction de ses soucis, de logement, de revenus, de revenus d'activité professionnelle et autres. Donc, c'est pas la même chose. Et enfin, nous sommes pour garantir, j'allais dire, des droits universels. Le logement, le gaz, l'électricité, c'est comme ça qu'on va combattre la pauvreté. Éric Coquerel, la réforme du règlement de l'Assemblée nationale a donné lieu la semaine dernière à des discussions au moins houleuses. Estimez-vous que la majorité a cherché réellement à museler les oppositions quand on voit qu'eux disent qu'ils ont simplement voulu fluidifier les débats? Ce sont des réformes qui ont d'ailleurs plus ou moins déjà existé au Sénat sans pour autant que l'opposition s'estime muselée. Bien sûr. Bien sûr, et c'est en lien avec la réforme institutionnelle qu'il prépare, qui prévoit toujours moins de pouvoir pour l'Assemblée nationale. On a une majorité qui adore la démocratie représentative, mais qui l'adore à l'Élysée, d'accord, avec une personne qui décide pour tout le monde, et avec une Assemblée nationale qui est une chambre d'enregistrement. Donc toutes ces mesures vont dans ce sens-là. Éric Coquerel, c'est assez grave ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, dont vous êtes député. La communauté chinoise, notamment à Aubervilliers, à La Courneuve, s'organise pour faire bloc face à l'insécurité. Elle a des attaques à caractère raciste contre elle en permanence. Elle se sent délaissée par les autorités et elle va organiser des rondes elle-même et de l'autodéfense. Vous êtes député de Seine-Saint-Denis, vous avez quelque chose à dire à cela? C'est évidemment pas la solution. Ça, mais par contre, c'est vrai qu'il y a un problème majeur en Seine-Saint-Denis qui a été révélé par le rapport Cornu-Gentil, transpartisan, qui montre que ce département subit toutes les inégalités et, contrairement à ce qu'on dit, reçoit moins de moyens à population égale, jeunesse de la population, problèmes sociaux, que beaucoup d'autres départements français, et notamment Paris. Donc, Mais de l'autodéfense comme cela? Non, ça évidemment. Sinon, on revient à la loi du chacun pour soi. Vous voyez bien qu'il y a un problème. C'est pour ça qu'il faut se donner les moyens d'une police Mais vous interpellez les autorités sur ce problème? Oui, je ne connaissais pas. Voilà, j'entends parler, ce n'est pas sur ma circonscription. Mais je sais qu'il y a des problèmes à certains moments sur telle ou telle population. Récemment, c'était, rappelez-vous, là, c'est Aubervilliers et La Courneuve. Voilà, c'était les Roms. Et qu'il faut assurer, évidemment, la sécurité de nos concitoyens. Et pour ça, il faut des moyens donnés à l'État. Il faut aussi des moyens donnés à l'éducation. Il faut aussi des moyens donnés à tous ceux qui, aujourd'hui, travaillent socialement dans les quartiers, à la santé. Et ce département en souffre cruellement. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, les gens se divisent entre eux. Et on divise les pauvres entre les pauvres, on divise entre communautés, ce que fait très bien le Front National. Merci beaucoup. Merci aussi Tam Tramnui, merci Fabrice Vaissère-Redon. Merci Éric Coquerel d'avoir été notre invité politique. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. À tout de suite. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Voilà, font leurs entrées pour le débrief de l'actualité Pierre Dumazeau, qui dirige la rédaction de la Lettre de l'Expansion. Bonjour Pierre. Et bonjour Olivier Auguste, rédacteur en chef de l'Opinion. Comment allez-vous tous les deux ce matin? Bien, pas mal. Ça va. Messieurs, vous avez entendu Éric Coquerel qui ne veut pas que Jean-Luc Mélenchon fasse comme Laurent Wauquiez. Pourtant, il a fait moins que Laurent Wauquiez. Enfin, la liste de la France Insoumise, bien sûr. Olivier Auguste. Oui, alors il fait un parallèle qui vaut ce qui vaut entre la position de l'un et la position de l'autre. Et surtout, il nous explique que, en gros, il y a une petite mauvaise phase temporaire du côté des Insoumis, alors que les Républicains sont vraiment sur une pente descendante. 6,3 pour la France Insoumise. Voilà, en partant à peu près d'aussi haut que François Fillon, s'agissant de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Donc voilà, cette thèse de la mauvaise phase, il va falloir quand même qu'elle soit confirmée et il y aura assez vite d'autres échéances électorales qui ne seront pas forcément les plus faciles pour les Insoumis. Pierre Dumazeau, il ne voit pas de contestation d'ailleurs
à l'intérieur de la France Insoumise? Non, tout va bien Coquerel d'ailleurs. À France Insoumise, non, c'est vrai qu'ils vivent un moment, eux, assez compliqué, très difficile de remettre en cause la figure de Jean-Luc Mélenchon. On sait que François Ruffin s'y essaie un petit peu en coulisses et souvent aussi. ici casse les dents, et d'autres, mais François Ruffin étant le plus celui qui s'en cache le moins. Les autres sont vite exfiltrés. Voilà, exactement. Quand ça conteste trop fort. Donc c'est très difficile. Et aujourd'hui, pour eux, pour les européennes, avec ce score-là de 6,5, ça a été une vraie claque qui remet beaucoup de choses en question. Il y a le leadership, mais il y a aussi la ligne de la France Insoumise qui doit, à mon sens, être discutée chez eux en interne. Et là, ça va être également très difficile. Pierre Dumazeau, Olivier Auguste, on va parler de Laurent Wauquiez, bien sûr, qui démissionne de la présidence des Républicains une semaine après cette déroute historique de son parti aux européennes. De nombreux élus avaient déjà appelé à ce changement de direction. Au fond, il ne fait que tirer les conclusions d'une pression très forte qui était devenue trop forte. Oui, mais je crois qu'il avait pas vraiment le choix en réalité. Il a un orgueil et une ambition qui aurait pu le pousser à rester, ou en tout cas il a temporisé un petit peu, mais la position n'était pas tenable. On voit bien qu'il y a donc ce score très mauvais. On voit que dans la foulée, on avait des élus locaux qui commençaient à les regarder du côté de La République En Marche en se disant « Ouh là là, les municipales arrivent, il va falloir que je pense à ma réélection » et à regarder un petit peu les scores qu'avaient fait les uns les autres, En Marche, le Rassemblement National et LR dans leur circonscription ou dans leur commune. Il y a des députés LR qui commencent à dire « Moi, je vais partir ». Donc, il dit qu'il va prendre du recul. Il dit évidemment pas du tout qu'il renonce à toute vie politique, à toute ambition. Et je ne sais pas si ce sera la bonne méthode pour revenir plus fort plus tard. Mais en tout cas, rester à la tête des Républicains, c'était pas possible pour conserver ses ambitions pour la suite. Alors, une démission qui ne clôt pas le débat à droite, dans son parti notamment, Pierre Dumazeau, mais l'avenir politique de Laurent Wauquiez, il s'inscrit comment? Alors, régionalement, il retourne dans sa région, bien sûr, mais il peut espérer revenir. Alors, il y a la première étape, c'est retour dans sa région. Je pense qu'il a aussi un petit peu observé et appris d'autres de ses camarades qui font ça, et je pense notamment à Xavier Bertrand, qui, avec son silence et avec le fait qu'il dit ma région, eh bien, on voit que ça commence à marcher. Donc peut-être qu'il s'est dit tiens, Valérie Pécresse aussi. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement qu'il n'a absolument pas fermé la porte à quoi que ce soit. Et aujourd'hui, on voit qu'en l'espace d'une semaine, 2 semaines, l'avenir politique des uns et des autres change, l'avenir des partis également change. Donc Laurent Wauquiez, je pense, ne s'interdit rien dans un premier temps. En revanche, je pense qu'il y aura une petite cure et diète médiatique et ce sera retour en région. Je pense que ce sera comme ça. Petit pronostic, qui pour diriger le parti? Olivier Auguste, allez, on s'y essaye. C'est pari impossible. Alors pour le moment, on sait bien comment ça se passe dans ces cas-là. C'est que le premier qui se déclare est mort. Hein. Donc ce matin, on a par exemple un Éric Woerth qui est un des candidats potentiels, enfin qui pourrait être légitime, qui a beaucoup travaillé sur le projet, la droite, qui est quand même son gros problème, qui dit ce matin non mais attendez, il nous faut une direction collégiale. Alors en plus, selon les statuts, le vote est censé avoir lieu sous 2 mois, ça tombe en plein milieu de l'été. Il y a un président par intérim qui est Jean Leonetti. Il y a un président par intérim, Jean Leonetti, qui pour le coup, je crois, ne clive pas au sein de sa propre famille. Mais il est présidentiable? Non, sans doute pas, mais c'est pour ça qu'il peut rester un petit peu s'il le faut, parce qu'il ne gênera personne. Il y a évidemment des questions de personnes, enfin il va quand même surtout y avoir très vite une question de ligne, parce que c'est quand même ça, au-delà de la personnalité de Laurent Wauquiez, hein, assez apprécié des militants, mais très, très controversé et très impopulaire au-delà du cercle des militants républicains, il y a un problème de ligne, et c'est quand même une des raisons du gadin pris par les Républicains à ces européennes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut sur l'Europe? Est-ce qu'on veut du renouvellement avec François-Xavier Bennahmi ou garder les vieux briscards du sarkozysme avec Hortefeux et Morano? Est-ce qu'on veut soutenir les gilets jaunes ou pas? Est-ce qu'on ne veut pas un peu de tout, Pierre Dumazeau? Non, c'est très compliqué. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un peu de tout pour reconstituer un parti la question, c'est est-ce que la question, c'est est-ce que les militants veulent un peu de tout dans ce parti? Question difficile, parce qu'au-delà... C'est ce qui a fait quand même la force de l'UMP, non? À l'époque,
à l'époque. Effectivement, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que si l'UDI et les Républicains seraient partis sous la même étiquette, la liste aurait fait 18 ou 20%. Je ne le crois pas. Alors, certes, on parle de s'allier avec le centre, mais est-ce que c'est ce que veulent les militants sur le terrain? Je n'ai pas la réponse à cette question. Le problème, c'est qu'au-delà de la question de la personne, et pour y répondre, je pense que à voir ce que va faire Gérard Larcher, mais en tout cas, sa position aujourd'hui est très intéressante dans l'échiquier politique. Il y a vraiment, c'est vrai, une question de ligne. Est-ce que, est-ce que la marque Les Républicains vaut encore quelque chose sur le terrain? Beaucoup d'élus locaux disent que se faire réélire en étant étiqueté les Républicains, ça va être très compliqué. Est-ce qu'il faut créer une nouvelle structure? Mais qui mettre? Est-ce que la grande alliance de la droite et du centre, quand on voit ce que pèse le centre aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui le centre droit, c'est Emmanuel Macron, je veux dire l'UDI qui fait 2,5%, le nouveau centre d'Hervé Morin, dont le rayon d'action est la région Normandie, je pense que ça va être très difficile. Donc, est-ce qu'on veut... Enfin, la vraie question, moi je crois que c'est la ligne avant les partis, c'est on veut quoi et avec qui? Je crois que l'état-major des Républicains est paumé. Quand on voit ce qui s'est passé sur la privatisation de l'aéroport de Paris, vous disiez, est-ce qu'il faut vouloir un peu de tout? Mais enfin, là, c'était surtout n'importe quoi. Le référendum d'initiative partagée a été instauré par Nicolas Sarkozy. Il n'a jamais servi jusqu'ici. Et des députés et des sénateurs de droite s'allient avec le Parti socialiste pour s'en servir pour la première fois contre une privatisation. Oui. Comment voulez-vous que des militants ou des sympathisants de droite comprennent quelque chose à ça? Vous prononcer un mot. Sarkozy. Vous riez tous les deux, ça veut dire quoi? Il est de retour? Il est de retour. Alors, il ne faut jamais dire jamais en politique, mais enfin là, je crois que pour le coup, lui-même est en première ligne, sans doute pas, mais on voit bien et on sait que ces jours-ci, son jugement très négatif sur Laurent Wauquiez a pesé dans le cours des choses, a été sans doute un des éléments qui a amené Laurent Wauquiez à démissionner la présidence des Républicains. Moi, je pense qu'il n'est jamais parti, Nicolas Sarkozy, et que ça reste la référence morale pour un certain nombre de cadres qui le consulte toujours, que ce soit par téléphone ou rue de Miromesnil. Et est-ce qu'il y a une envie de Nicolas Sarkozy de revenir? Je ne le sais pas, mais en tout cas, je vois mal Nicolas Sarkozy rester chez lui s'il n'y a plus de droite française. Voilà. Donc je pense qu'à un moment donné, il n'aura peut-être pas le choix que de faire une déclaration en disant... C'est comme ça qu'il avait justifié son précédent retour. Et c'est comme ça qu'il l'a vu. Le problème, c'est qu'il a tellement mal vécu la dernière primaire où il a été battu, que s'il revient, ce sera sans primaire, ce sera lui le candidat. Je pense qu'il ne repassera pas par la case primaire. Ça, Pierre Dumazeau, qui dirige la rédaction de la lettre de l'Expansion. Olivier Auguste, rédacteur en chef de l'Opinion. Merci pour vos éclairages sur cette actualité tendue à droite. On va regarder ensemble le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé également dans les autres matinales d'infos chez nos confrères ce matin, mais également dans les journaux télévisés hier au soir et les émissions politiques du week-end. On regarde ça ensemble, on se retrouve après, à tout de suite. J'avais dit à Laurent, Monsieur Bellamy ne fera pas l'affaire. Et la difficulté que tu fais, c'est que si jamais tu prends une claque, ce qui a été le cas, ça sera ta faute, ta responsabilité, on te chargera, et s'il réussit, c'est lui qui va dire qu'il a réussi grâce à lui. Est-ce que vous considérez qu'il doit démissionner? Mais ça, c'est pas mon sujet. Je veux dire, c'est le sujet des Républicains. Je suis pas là pour dire qu'il doit être à la tête. En tout cas, ce qui est sûr... Est-ce que vous le feriez à sa place? Ce qui est sûr, je suis pas à sa place. Donc, Les victoires, elles sont collectives. Les défaites, elles sont solitaires. C'est comme ça. Et il faut que je prenne mes responsabilités. Ma décision ce soir, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. J'ai décidé de prendre du recul. Et pour répondre à votre question, je me retire de mes fonctions de président des Républicains. Au lendemain de la perte des présidentielles que nous n'aurions jamais dû perdre, on ne s'est jamais remis en question. On n'a jamais retravaillé sur le fond, le mode d'emploi. Business as usual, quoi. Oui, comme si de rien n'était, on en met sous le tapis, puis on voit venir après la suite. Et donc ça on le paye cash aujourd'hui. Parce qu'on ne sait plus qui est pour ou contre l'extrême droite, qui est pour ou contre l'Europe, qui est ancien centriste ou gaulliste, qui est qui. Je ne viens pas sur votre plateau en ayant la moindre amertume ou la moindre aigreur. Pendant une semaine, j'ai tout fait pour essayer de rassembler les bonnes volontés. Mais je vois, et vous l'avez montré, le risque de retour des guerres des chefs, des désirs de revanche. Je ne veux pas être un obstacle, à aucun prix. Je considère que le Rassemblement national, puisque c'est son nom aujourd'hui, est indispensable à la vie politique, mais je pense que malheureusement, il n'est pas suffisant. C'est simplement ça que je suis en train de constater. Il faut le dépasser.
et qu'il faut le dépasser, ou en tout cas il faut permettre qu'il puisse y avoir d'autres voix qui s'expriment à travers d'autres mouvements courants qui puissent demain permettre, je l'espère, un grand, disons, compromis patriotique. Il n'y a plus de débouché politique à ce mouvement, disait le président. Dès lors que beaucoup de réponses ont été apportées aux revendications qui étaient celles des Gilets jaunes, beaucoup de réponses restent encore à apporter et sont, si j'ose dire, dans les tuyaux. C'est ce que nous dira le Premier ministre dans son discours de politique générale. Oui, il n'y a plus vraiment de débouché politique pour les Gilets jaunes aujourd'hui. On remarque une chose quand même, c'est que à droite, c'est le bal des faux culs. Parce que il y a 15 jours, ils étaient tous à célébrer l'effet Bellamy, tous considérant qu'il était l'homme de la situation, et 15 jours plus tard, les voilà à s'acharner. La réalité est en réalité bien plus simple pour la droite. Ils se sont fait piquer, dans un premier temps, leur politique par Emmanuel Macron. Dans un second temps, ils se sont fait piquer leur électorat. Et donc, aujourd'hui, ils sont dans une difficulté que chacun peut comprendre, mais qui ne relève pas du simple départ de Laurent Wauquiez. Voilà, nous poursuivons notre émission avec dans un instant Territoire Sénat et l'actualité sénatoriale. A tout de suite.